Cette semaine, dans le balado, on escorte une princesse vers son royaume, on part en cavale vers l'Alberta et on fait face à un choix assez crucial. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Grosse semaine, il y a beaucoup de sorties quand même. Oui, puis une offre assez variée. Je pense que on peut rejoindre à peu près tous les différents types de cinéphiles cette semaine-ci. Absolument. Pas de raison de ne pas venir au cinéma, surtout qu'ils annoncent un froid glacial. Un froid glacial à travers le Québec. Tout à fait. Fait que si votre auto démarre, vous pourrez venir au cinéma. Effectivement, très bon prétexte en fin de semaine pour fréquenter les grandes salles avant de faire le tour d'horizon des sorties. Petit résumé des actualités qui sont toutes assez tranquilles cette semaine. Pas de grosses... une grosse annonce, mais pas de multiples annonces. Ou elles ne sont pas tombées sous les yeux. C'est ça, on parlait, c'est Warner Brothers. Je pense qu'en fait, on en parle aux 2 semaines à peu près depuis que... C'est un vrai roman feuilleton, il faut le souligner. C'est ça, depuis que James Gunn est arrivé, on a toujours critiqué, en fait... Warner pour la vision du DCU, du DC Comics, d'avoir pas de vision puis qu'on sait pas exactement où il s'en va, etc. James Gunn est entré en poste et là, depuis ce temps-là, en fait, d'abord, il y a eu Discovery qui ont acheté Warner. Oui. Et là, James Gunn est arrivé. Fait que là, à chaque semaine ou aux 2 semaines, on apprend que des films sont cancellés, des suites seront pas renouvelées. On fait le ménage. Ouais. Mais c'était inévitable si on veut partir sur des bases solides, finalement. Effectivement. Donc là, on a droit à un plan pour les 10 prochaines années. C'est le contrat que James Gunn a signé. Écoute, est-ce qu'il va se rendre là? On verra bien, parce qu'évidemment, le box-office fait foi de tout quand même à Hollywood. C'est ça, là, il doit y avoir comme des joueurs de baseball, là, des buy-out une couple de fois. Si après 5 ans, ça n'a pas marché. Effectivement. Donc, on a annoncé finalement, on a dévoilé les grandes lignes d'une première partie de ce plan-là. Donc, les premiers films qu'on pourra voir sous la direction de James Gunn. Premier film, donc, prendra l'affiche au mois de juillet 2025. Donc, on s'entend que c'est quand même pas pour tout de suite. Non. Ce sera donc le retour de Superman dans un film qui s'appelle Superman Legacy. La bonne nouvelle, c'est que c'est James Gunn lui-même qui scénarise le film. Donc, déjà là, on sait qu'il a scénarisé c'est Gardien de la Galaxie aussi. Mais il le réalisera pas? En tout cas, pour l'instant, non. Okay. Ça n'a pas été annoncé. Peut-être qu'en cours de route, il va changer d'idée. Chose certaine, je ne sais pas si on va s'attendre à un film aussi humoristique que Guardians of the Galaxy, probablement pas, mais il va sûrement amener sa propre saveur quand même là, au personnage, et ce ne sera pas un retour, là, un film avec les origines de Superman, donc on va assister à un Superman qui est déjà établi à Metropolis, arrivé sur Terre depuis déjà quelques temps. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une des écœurs en titre, si on peut dire, du monde du super-héros, c'est d'avoir toujours les fameuses origines. Ouais, comment il se passait parents, hier, et puis là, en 35 minutes, t'expliques jusqu'à temps qu'il devienne adulte, puis là, son père meurt, puis là, Puis là, tout le monde connaît ça. Puis ça, c'était une des bonnes choses, je trouve, de Marvel avec Spider-Man, la dernière incarnation, justement. Mm-hmm. On n'est pas retombé aux sources, expliquer comment il a obtenu ce pouvoir. On accepte que Peter Parker s'est fait mort de balle araignée en quelque part, puis là, c'était déjà ses pouvoirs. Donc, là, on n'a pas de date pour les autres films. J'imagine que ça va suivre soit 2025-2026. Donc, Batman fera son retour, cette fois-ci accompagné de Robin, dans The Brave and the Bold, qui était une bande dessinée qui mettait en vedette, en fait, à l'origine, je pense que c'était Superman et Batman, The Brave and the Bold. Mais là, ça va être interprété, inspiré des bandes dessinées scénarisées par Grant Morrison dans les années 2000, qui avait quand même gagné beaucoup de prix, qui a été vraiment très, très populaire, où Robin, finalement, était interprété ou réincarné par le fils de Bruce Wayne, Damian Wayne. Donc, il y avait eu un fils avec... la fille de Ra's al Ghul, Talia, je pense que c'est son prénom, qui était joué par Marion Cotillard. Ouais, c'est ça, mais là, c'est toutes des continuités différentes. Donc, mais on va s'inspirer de ça, où Batman va découvrir, dans un Batman un peu plus âgé, va découvrir qu'il y a un ado, Robin, qui a pas mal de caractère, qui est un petit peu baveux sur ses bords. Fait que c'est là qui va recaster Michael Keaton, vu qu'il est rendu plus âgé. On va aller avec un autre Batman complètement différent. Ça ne sera ni Affleck, donc pas de nouvelles à ce niveau-là. Et dans les autres films, on peut s'attendre... Excuse-moi, ça serait quoi la traduction pour bold, à part gras, comme l'écriture, là? Bon, ce serait peut-être téméraire ou audacieux. audacieux. Ouais, ce serait un peu de ce style-là.
On peut s'attendre à un film de Supergirl par la suite, encore là inspiré d'une bande dessinée récente de la version de Tom King qui date de 2022. Donc, c'est vraiment une série en cours qui a comme réinterprété un peu le mythe de Supergirl, où contrairement à Superman, elle s'est cachée dans un morceau de la planète Krypton là, qui a été détruite et tout ça. Et elle a voyagé à travers les galaxies. Donc, elle est quand même assez sauvage, un peu plus intense comme personnage, là, qui va aboutir sur Terre, là, mais avec tout ce bagage-là. Donc, qui peut être quand même assez intéressant. Et dans les 2 derniers films annoncés pour l'instant, des personnages moins connus, The Authority, qui est un groupe un peu à la manière de Boys, pour ceux qui écoutent peut-être la série sur Amazon, qui était aussi inspirée de bandes dessinées. Donc, The Authority, c'est comme un groupe de super-héros qui sont prêts à tout faire. Là. La fin justifie des moyens, finalement, là, qui peuvent être assez violents pour protéger l'humanité, mais qui... que le code moral laisse à désirer. Okay. Et le dernier film, pour l'instant, c'est Swamp Thing, qui est un personnage assez obscur, une créature des marais, qui avait été son heure de gloire dans les années 80, là, scénarisé par Alan Moore, qui nous avait donné Watchmen. Donc, c'est une bande dessinée qui était beaucoup plus introspective, adulte là, pour ce moment-là. Mais c'est comme un gentil Swamp Thing? Ouais, entre les deux. Là, entre les deux zones. C'est un personnage assez gris, une créature, là. Donc, que je n'ai jamais lu. Donc, je connais un peu de nom, mais je sais que c'est une figure, un personnage culte. Donc, on verra tout ce que ça va donner. Puis, ouais, c'est ça. C'est là que tu allais. D'ici là, on dompe tout ce qu'on attendait depuis 2 ans. Ben oui, il reste donc 4 films qui sont déjà tournés, en fait. Donc, qui vont tous prendre l'affiche cette année. Alors, on a The Flash, Blue Beetle et Aquaman. 3 films. Donc, Aquaman. Non, 4 films. Il y a Shazam aussi. Oui, c'est ça. Okay. Avant. Donc, Shazam, The Flash, Blue Beetle et Aquaman en décembre, qui va clore fait qu'en 2024, il n'y aurait comme rien. Il n'y aurait rien, mais en fait, puis ça, c'est vraiment l'espèce de DC Universe, là, parce que de l'autre côté, Joker 2 va quand même continuer. C'est ce qu'on a confirmé. Donc, il y aurait comme 2 univers parallèles. Donc, il va y avoir vraiment un univers de continuité à la Marvel. Et on va permettre d'avoir un multivers, disons ça. Thème et variation. Effectivement. Donc, le Joker de... voyons, le réalisateur. Todd Fields, avec Joaquin Phoenix, dont le 2e est en tournage. Donc, lui, effectivement, ça ne sera jamais incorporé dans l'autre univers. Donc, lui, il va prendre l'affiche en 2024. Et on a confirmé aussi qu'en 2025, en octobre, cette fois-ci, il y aura le 2e Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, qu'on avait eu l'an dernier. 2e de 3, là. Le 2e, on a confirmé que ça serait une trilogie. Alors, donc, voilà. Fait qu'au moins pour les fans de cette version-là de Batman, on aura au moins... plus adulte. Ouais, c'est ça. Puis qui retrace un peu ses premiers pas aussi, un peu. En tout cas, moi, j'avais bien aimé. Un Batman plus détective. Donc, voilà les grands plans pour l'univers de DC Comics et leurs super-héros. Moi, j'ai une micro-polémique que je trouvais très sympathique. Je sais pas si tu as vu passer, c'est arrivé dans les derniers jours. C'est une production française qui a publié une recherche de casting, donc d'audition. Ouais. Puis il recherche vraiment un Canadien français avec accent. Là. Okay. Les mots exacts, c'est un homme trappeur canadien entre 30 et 80 ans qui parle français avec accent canadien. Puis là, sur l'image, tu vois vraiment un bûcheron très contemporain, mettons, chemise carottée, grosse barbe brune rousse et tout. Puis là, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé de dire « OK, ouais, c'est ça, puis acceptez-vous qu'on puisse arriver en traîneau à chien, puis j'espère que les Français dans le film vont avoir des baguettes sous le bras et tout. » Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Fait que la production, par après, ont comme commenté en disant « Non, mais tu sais, c'est parce qu'on tient vraiment... Ça, il faut leur donner, à avoir un accent québécois, parce que le nombre de films que c'est « Ah, je connais quelqu'un qui parle français, ça va le faire, puis c'est une catastrophe. » Oui. Mais... ils ont dit non, le rôle n'est pas stéréotypé, c'est un super bon film. C'est un film de Olivier Cassas. Lui, je pense que c'est son premier film, mais avec Mathieu Kassovitz puis Yvan Attal. Fait que c'est quand même une production honnête. Oui. Là, je me suis dit, là, avec ma barbe rousse et tout, avoir su, en plus, je me suis fait couper les cheveux la semaine dernière. J'aurais dû attendre, j'aurais pu dire, faites ce que vous voulez. Mais là, c'est en France, malheureusement. Fait que ça ne m'adonne pas d'y aller en février. Mais c'est quand même 412 € par jour. Fait que 600 piastres par jour. Fait quand même. Je pense que c'est un 3-4 jours de tournage. Puis, ça peut juste dire un Québécois qui parle le joual ou quelque chose comme ça. Mais quand il disait homme trappeur, j'imagine qu'il cherche quelqu'un de costaud et un peu poilu, là.
c'est la vision que j'en ai, là, je pense. C'est comme dire, si on cherche un acteur français qui porte le béret et qui... Ouais, c'est ça, exact. Là, qui porte bien la baguette, petite jambe et... c'est ça. Fait que... on verra, je sais pas, dans une couple d'années, quand on verra un film avec Mathieu Kassovitz puis Yvan Attal, parce qu'on disait pas le nom du film, évidemment, ben... On devrait leur suggérer Guillaume Cyr, je pense qu'il pourrait bien faire le... Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça s'est ramassé un peu partout, mais tu sais, si c'est pour 3 jours de tournage, en février, en France, clairement, ils visaient... En France, y a-tu des Québécois qui ont ce casting-là, s'il vous plaît? Parce qu'Antoine Bertrand est encore là en ce moment. Vraiment. Ouais, ben, probablement qu'avec le budget, c'est ça le problème. Sinon, je pense qu'il l'aurait contacté. Avais-tu une autre actualité? Ben oui, moi j'ai une dernière actu. On avait parlé, écoute, je sais pas si c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, du biopic de Michael Jackson. Oui. Qui est en préparation. Ben, on a choisi Michael. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non. Quand même un choix surprenant dans la mesure où ce n'est pas un comédien. Et c'est quelqu'un de la famille Jackson, donc le neveu de Michael, Jafar Jackson. OK, donc le fils d'un de ses frères. Le fils de Jermaine Jackson, donc pour ceux qui connaissent les Jackson 5, pour les plus vieux. Jermaine qui était le seul avec Michael à avoir une petite carrière solo. Mais ça se dit que c'était le plus vieux? Je crois que, mais je sais pas si le plus vieux... Dans les plus vieux, c'est lui au Tito, là. OK. Mais oui. Mais dans les Jackson 5, c'était lui puis Michael qui était pas mal mis de l'avant le plus. C'était pas mal. Puis c'est ça, lui, il a quand même eu une petite carrière solo, là. Je pense qu'il a fait quelques disques. Donc, Jafar qui a 24 ans et de l'aveu du réalisateur lui-même qui a quand même fait un grand casting à l'international. Il y a eu plus de 300 candidats. Mais en entrevue, il a résumé qu'il avait rencontré Jafar il y a 2 ans à peu près. Et dès cette rencontre-là, il avait quand même remarqué qu'il dégageait beaucoup l'énergie de Michael. Okay. Et ça lui revenait constamment en tête. Donc, même malgré tout ce processus d'audition-là, il a quand même amené en casting. Ils ont fait des essais là, quand même. Et puis, pour lui, c'était vraiment le choix à prendre. Donc, j'espère vraiment que ça va être comme flyé puis que ça va être le fun. Ouais. Mais j'ai vraiment peur que ce soit ultra générique et tout est beau. C'est une chance qu'on a eu Michael Jackson, aucune fausse note. Tu sais, ouais. Parce que en plus, d'autant plus que ses parents, son père était violent, battait ses enfants. Tu sais, fait qu'il y a quand même un côté très sombre à la famille Jackson. Là. Oui, oui. D'exploitation. C'est comme tu l'avais dit, que la famille est quand même derrière les ayants droit, là, derrière la production. Fait que... Ouais. Ça va être à voir. Du côté des bandes annonces, là, moi j'étais tout excité, là, j'attendais pour le tournage d'aujourd'hui. T'étais si excité que ça? Quand même, je suis rendu un fasties. Je sais pas si on peut dire ça. Là. Je suis rendu un fan de Rapide et Dangereux. Là. C'est vraiment... c'est probablement la pandémie qui a eu le dessus sur moi. Je me souviens, c'est ça. J'ai jugé tout le temps les films. J'avais juste vu le 1, je l'ai peut-être dit là, à l'époque. Puis en confinement, là, j'étais comme, hey, ils sont tous... J'ai tout écouté. Comme ça, je vais pouvoir juger pour vrai. Puis... Tu sais, c'est pas bon, mais c'est le fun, genre. Ouais. Fait que je me suis vraiment laissé prendre au jeu. C'est du bon divertissement, faut fait dire. Que, exact, tu sais, puis le 9, il y a 1 an ou 2, tu sais, j'avais été un peu déçu, mais j'étais allé avec des amis, puis c'était plaisant. Fait que là, j'ai hâte au 10, qui sort le 19 mai, qui va être en 2 parties, donc les 2 derniers films. Mm-hmm. Mais là, ils ont lancé une première affichette, là. Ils vont en faire pour tous les personnages et à toutes les semaines, là. Mais je pensais que le trailer arriverait le 2 février. Mais non, finalement, c'est comme ils appellent ça le Legacy Trailers. Fait que ce que j'ai compris, c'est que, ce qu'on a compris tous les deux, en fait, ouais. À chaque jour, ils vont faire un petit trailer d'1 minute qui rappelle chacun des films. Fait que là, il y a celui du 1 qui est sorti, puis là, ça dit, le trailer du 10 dans 10 jours. Ben là, c'est dans 9 jours. Dans 8, dans 7. Fait qu'ils font le décompte comme ça. Ouais, c'est ça, jusqu'à 10. Fait que si mes calculs sont bons, finalement, c'est le 10 février qu'on devrait avoir ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben là, on a écouté lui du 1, mais lui du 2 va sûrement sortir aujourd'hui, le 2 février. Et là, bref, dépendamment quand vous écoutez ça. Fait qu'au final, on s'en reparle la semaine prochaine pour le trailer du 10. Qui va sûrement être encore là, un premier teaser de... Ben oui. Mais des fois, ils sont bons, eux autres, ils font même pas des teasers d'1 minute, ils font des teasers de 2 minutes 20, puis plus tard, ils vont faire un trailer A de 2 minutes 29, puis un trailer B de 2 minutes 30, puis... fait qu'on s'en finit plus. Mais au Québec, oui. On a une bande-annonce... qui marque le retour. D'une saga aussi. Ouais, d'une grande marque. Ouais, Les Contes pour tous. On avait annoncé le tournage, nous autres, je sais plus, peut-être cet été. Au début de l'été, sûrement. Ouais, c'est ça.
Ça a été fait très récemment comme film. C'est Coco Ferme, réalisé par Sébastien Gagné et qui prendra l'affiche très bientôt, là, le 24 février déjà. C'est une histoire de petite entreprise Ça fait penser beaucoup à Tirelire et compagnie. Combine et compagnie, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais, ça avait ce même vibe-là. Tirelire Combine, c'était une entreprise de travaux ménagers, si je me souviens bien. Là, ici, c'est de poules pondeuses. Fait que c'est très audacieux. On est dans un milieu campagnard. Agricole. Agricole, merci. Puis là, on comprend qu'ils partent ça de bonne foi, 3 enfants. Il y en a une qui est plus influenceuse un peu. Les 2 petits gars qui se mettent à l'ouvrage, des adultes qui vont les aider. Mais là, il y a des lois qui régissent ça. Ils vont avoir besoin de l'appui du village pour faire leur coop d'œufs, de poules pondeuses avec 500 poules. Oscar Desgagnés, qui a le rôle principal qu'on avait vu dans L'Arracheuse de temps, là, qui faisait le jeune Fred Pellerin au début du film. Tout au long du film, en fait. Et dans les adultes autour, là, Benoît Brière, qu'on a l'air de voir principalement, là, il est d'ailleurs sur l'affiche du film. Sinon, on a Steve Laplante et Vincent Bolduc, justement, qui était dans Tirelire Combine et compagnie. Faire un petit rôle. Donc, pour la famille, je pense que ça va être un rendez-vous incontournable, là, quand même. Il faut souligner ça, le retour des Contes pour tous. Et c'est tant mieux que ça revient. Ouais, parce que surtout, 24 février, on va être juste avant la semaine de relâche. Puis je sais qu'à Montréal et à Québec et partout, il y a souvent, même cet été, on a eu pas de chicane dans ma cabane, puis on fait à l'occasion où on apporte de l'extérieur des films familiaux en prise de vue réelle. On est très habitués aux dessins animés de Disney, de DreamWorks et autres, mais on dirait qu'ils sont un petit peu laissés pour compte souvent, ces films-là. Oui, il y en avait beaucoup moins au Québec, en fait. C'est ça. Les Contes pour tous, c'est comme le plus notable, mais même eux, je sais pas, ils en faisaient un par année, 1 ou 2 ans. Là. Ils ne pouvaient pas en faire à tous les 6 mois. Là. Puis en Europe, c'est encore beaucoup à la mode. Je pense que dans les budgets de production, il y a tout le temps des enveloppes allouées juste pour ça, alors qu'ici, c'est pas le cas. Fait que souvent, quand tu soumets ton film, c'est plus dur parce qu'ils vont dire « là, ça vise moins de monde, donc il y a potentiellement moins de retours, etc. » Tu te bats contre tout le monde aussi, en fait. Là. Fait que, effectivement, ce serait peut-être intéressant d'avoir une petite enveloppe pour les films familiaux comme ça. Je pense que ça, exact, puis ça a sa place. Ça crée une ouverture pour le cinéma, ça crée une ouverture pour juste la cinéphilie en général, là, que ça soit, mais aussi une sortie en salle. Souvent, ça va ouvrir un dialogue selon la nature du film, un dialogue parent-enfant, familial, entre enfants, etc. Fait que c'est toutes les bonnes raisons de faire des films, généralement. Oui, puis ça intéresse les jeunes à notre filmographie, à notre culture. Écoute, Garde la guerre des tucs, Bac et bottines, ça a tellement fait partie. La jeunesse, c'est encore fait partie de la culture populaire. Donc, souhaitons-leur un bon succès. Toi, t'étais-tu... ça a commencé quand, les... 84. Fait que oui, j'ai connu le premier, La guerre des tucs. Je me rappelle très bien. C'est ça, t'étais pas trop vieux déjà. Là. Non, mais tu sais, j'en ai pas vu une tonne. Là. J'ai vu les 2, 3, 4 premiers. Rendu à 11, 12 ans, 13 ans, 12 ans. Là. Mais ils ont tellement vécu longtemps que moi aussi, c'était Guerre des tucs. Puis peut-être... c'était pas d'un Conte pour tous, mais moi, j'étais l'âge Mathusalem, là, qui était un peu le même genre d'aventure. Puis les aventuriers du temps perdu aussi. Là, mais c'est ça, j'ai pas connu. Déjà mais ça, c'était drôle parce que c'était aussi du canadien. c'était doublé. Là, c'est ça. Mais je me souviens que c'était Tirelire Combine. Puis, rapidement, il y a eu cette espèce d'idée de coprod. Là, fait que beaucoup des films, finalement, de la série étaient tournés en Europe ou ailleurs, puis doublés au Québec. Mais finalement, c'était pas vraiment des films québécois comme tel. Non, c'est ça, exact. Je pense qu'ils alternaient peut-être entre un puis un qui se déroulait ici. Bref. Fait que voilà. Pour les Contes pour tous. Oui, exactement. 24 février pour Coco Ferme. Restons donc dans le cinéma familial avec l'offrande, je dirais le gros film de la semaine, en fait, qui est déjà sorti depuis quelques jours déjà. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Ouais, c'était une sortie mondiale, en milieu de semaine, 1er février, exact. On avait la sortie en même temps que la France, qui, eux, sortent toujours les films le mercredi.
C'était un peu surprenant, mais je pense qu'il y a déjà des chiffres intéressants pour Astérix. Fait que j'ai hâte de voir le premier week-end, qu'est-ce que ça va donner. Mm-hmm. Alors, comme tu dis, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, on a changé toute la mouture, toute l'équipe. Quoi que la réalisation a changé souvent, puis c'était surtout... chaque film était... il y a juste Gérard Depardieu qui restait dans les culottes d'Obélix. Mais là, il s'est retiré. Ou dans les brais. Et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a un casting de feu ici, réalisé par Guillaume Canet, comme je disais. C'est quand même son 8e long métrage. Je le reconnais souvent comme acteur, mais on oublie que quand même il passe ses premiers faits d'armes. Lui qui, en fait, rapidement avait réalisé Les Petits Mouchoirs et la suite Nous finirons ensemble. Ne le dis à personne. C'est un très bon thriller, rock'n'roll et quelques autres. On a Guillaume Canet qui joue Astérix, Gilles Lelouch joue Obélix, Vincent Cassel en Jules César, on retrouve aussi Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Marion Cotillard, et là une pléiade de caméos et de petits rôles et de surprises comme Philippe Catherine en Assurance Tourix, le barde, Pierre Richard, Panoramix, le druide. Et moi, Audrey Lamy, que j'ai vraiment adoré en bonne mine. Ouais, c'est vrai. Puis là, sans compter, il y en a d'autres aussi que comme je connais pas, là, genre des rappeurs français, des youtubeurs. Il y a j'ai oublié de noter un super joueur de soccer aussi. Zaltan, quelque chose comme ça. Là. Désolé, c'est pas mon sport de prédilection. Au scénario, c'est Philippe Méclin et Julien Hervé, qui c'est un duo de comédie de cinéma. Et c'est le premier film qui est complètement créé pour le cinéma. Ouais. Fait qu'on s'est pas inspiré d'une BD, on s'est plutôt inspiré de la nature de l'œuvre de Uderzo et Goscinny, en disant, souvent, Astérix et Obélix partaient à l'aventure dans une contrée lointaine, et la Chine, on n'est jamais allé. Fait qu'est-ce qui se passe ici? Exactement, Astérix et Obélix, on vient les chercher, on vient chercher les Gaulois pour aller aider l'impératrice de Chine, qui est prisonnière d'un prince rebelle qui a formé, ou éventuellement formé une alliance avec César pour prendre contrôle de tout l'empire chinois. Alors, Astérix et Obélix, les vaillants, vont aller aider à libérer le peuple chinois de l'oppression. Très bien résumé. Alors, honnêtement, c'est un film que moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment bien rigolé. Honnêtement, je trouvais que Canet a fait un bon boulot de recréer cette ambiance-là de bande dessinée sans la dénaturer. Le village a été construit pour le vrai, ça se sent. Même si les costumes détonnent parce qu'on a des costumes de bande dessinée, mais je trouve que ça passe à l'écran. Il ne fallait pas tomber dans un réalisme en termes de visuel. Et puis, écoute, je pense que c'est juste un film qui divertit, qui ne se prend pas au sérieux. Je pense que les amateurs d'Astérix vont vraiment apprécier. Peut-être plus que même les deux derniers, là, qui était peut-être un peu moins réussi. En prise de vue réelle. En prise de vue réelle. Parce qu'il était retourné au dessin animé par la suite. Effectivement, qui était très bien réussi. Je pense que c'est le domaine des dieux. Puis après, le secret de la potion magique. Effectivement. Donc, honnêtement, la force du film, c'est le casting. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Vincent Cassel va la c'est le meilleur César qui est comme un peu comme c'est sûr qu'il n'y a pas peut-être pas le trait aussi carré que les dessins animés de Ciné-Cadeau et tout qu'on connaît tant que ça, mais il y a la prestance. Il y a la prestance, puis il y a juste cette fine ligne entre, tu le sais que c'est comme surtout le personnage, comme un grand homme qui a conquis des territoires et tout, mais qui est en même temps super vulnérable à, dans ce cas-ci, sa femme Cléopâtre, jouée par Marion Cotillard et tout. Fait que cette espèce de dichotomie, comme quand on... C'est ça, là, tu rencontres quelqu'un, puis finalement, il est un peu comme tout le monde, dans le fond. Là. Tout à fait. Il y a quand même beaucoup d'action aussi, beaucoup d'arts martiaux. Donc, Canet s'en cache pas qui cherchait un peu à donner au film une allure de Braveheart versus rencontre Crouching Tiger, Hidden Dragon. Évidemment, vu que le film se déroule en Chine, on n'avait pas le choix d'inclure des arts martiaux. Donc, il y a quand même quelques séquences qui sont assez drôles où les Gaulois sont confrontés à cette nouvelle forme de combat. Ouais, exact. Eux qui sont plus sur la force brute. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les deux comédiennes, étant Julie Chen et l'autre que j'ai oublié son nom, qui joue la garde, la
protectrice de l'impératrice, là, qui est plus la guerrière. De la fille de l'impératrice. Oui, c'est ça. Donc, ils font vraiment un beau travail. Et surtout que Julie Chen, qui a quand même un certain charisme, c'est son premier rôle au cinéma. Oui, c'est ça, je voyais, OK. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une comptable dans la vie. Oh, wow, OK. Qui rêvait d'être comédienne. Elle a fait un casting sauvage. Oui, et elle a envoyé une vidéo, tout ça d'elle. Et puis, qui en a tout de suite remarqué. Il cherchait quand même quelqu'un qui avait une aisance pour les arts martiaux et tout ça. Et son frère, elle, est champion de Kung-Fu en France, un dojo. Alors voilà, tout est dans tout. Et elle le disait elle-même, elle était un peu intimidée sur le plateau parce que c'est le film La Môme avec Marion Cotillard qui lui a donné le goût d'être comédienne. Okay. Alors là, se trouver au générique avec... ouais, c'est ça. Ils n'ont pas beaucoup de scènes ensemble. Non, en fait, je pense qu'ils ne se croisent même pas, mais quand même. Alors, je trouvais que c'est une belle histoire. Moi, j'avais vu... j'ai lu un peu autour du film également. Puis... pour le casting, parce qu'on se dit, ben là, c'est quand même des gros souliers d'être Astérix et de réaliser ce film-là, qui est quand même, je pense, c'est à peu près 65-70 millions d'euros. Là, pas le plus gros, mais un des plus gros quand même, en budget, le film français. Là, voilà. Fait que au début, il voulait juste réaliser. Oui. Quand il s'est fait proposer ça, je pense que c'est Alain Chabat, qui est un des producteurs là, depuis pas mal les premiers. Alain Chabat, il me semble qu'il faisait César dans le Mission Cléopâtre, justement. Ouais, je sais pas s'il est encore impliqué, mais peut-être. En tout cas, je pense que c'est lui qui a pitché. Il a fait OK, ça m'intéresse. Il a toujours trippé Astérix comme ben du monde et surtout des Français. Puis il regardait le rôle, puis c'était César qui trouvait intéressant. Ben oui, c'est ça, ouais. Sauf que là, puis lui, ça donne qu'il est très bon ami avec Gilles Lelouch, là, qui était justement dans Les Petits Mouchoirs de Finir ensemble et tout. Là. Puis il a dit, ouais, c'est vrai que la relation que tu crées entre César et Cotillard, que tu crées, c'est pas lui qui a écrit, mais en tout cas, de la manière qu'il la traitait, c'est intéressant, mais il avait fait le film Rock'n'Roll qui était un peu ça, qui jouait eux-mêmes, mais c'était une fiction, un genre de fanfiction d'eux-mêmes, vu que c'est un couple dans la vraie vie, Canet et Cotillard. Ouais. Puis il a dit, ouais, il y aurait un peu de redite, fait que tu serais peut-être mieux de voir ça différent. Puis là, il a repensé à Cassel, toujours voulu tourner avec lui, puis ça serait le bon, fait qu'il a gardé ça de même. Mais pour autant, il s'est pas dit d'abord, je vais faire Astérix, mais c'est vraiment chez Pathé Film qui ont commencé à dire, ouais, pourquoi ça serait pas toi? Tu sais, t'as le look, t'as aussi l'attitude. Ouais, puis tu sais, le money face aussi, là, il est quand même très connu. Fait que ça y est rentré dans la tête tranquillement. Puis à ce moment-là, il a dit, je pense que la seule manière d'avoir un duo Astérix-Obélix, pour avoir leur amitié, ça prend des amis. Fait qu'il a demandé à son ami Gilles Lelouch, ça te tente-tu de faire Obélix? Puis c'était quand même un certain audace parce que Depardieu l'a fait très longtemps, mais je pense qu'il a dit, fais-le à ta manière. Et surtout, il dit qu'il a quand même pris 15-20 kilos. Ça, c'est à peu près 30-40 livres de muscles et de gras pour quand même enrober ça et tout. Fait que c'était un rôle physique, une transformation physique pour Gilles Lelouch quand même là-dessus. Puis, comme tu dis, c'est ça, on est resté collé quand même dans l'esprit des albums là, d'Astérix. Puis c'est ça qui est intéressant. On a cette même dynamique, magie-là. Ouais, puis dynamique entre les deux. Parce que souvent, quand même, dans les bandes dessinées, on a tendance à l'oublier. Mais Astérix et Obélix, ils chicanent quand même. Ils sont un peu adolescents. Ouais, quand même. Ouais, tout à fait. On trouve ça dans le film. Là. Exact. Je trouve, par contre, dans le scénario, on peut pas y lancer juste des fleurs, il y a un petit peu trop d'intrigue amoureuse. Parce que les deux personnages vont avoir leur intrigue, puis il y en a un qui c'est même un triangle amoureux avec le personnage de Jonathan Cohen. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu lourdeau, mais... Et l'histoire d'amour entre César et Cléopâtre. Oui, c'est ça, et la pseudo-histoire d'humour entre l'impératrice et le marchand aussi. Ouais, c'est plus à sens unique, ça. Effectivement, mais on voit que l'amour est quand même, ou le désir est très au cœur c'est ça, de tous les personnages à amener que c'est comme, hey, leur raison, ça va être des coups de foudre. Fait que là, c'est va, là. Mais ça avance quand même. Il y a aussi, je sais pas si parce que c'est un peu le fantasme de dire, là, je fais un Astérix et Obélix. Oui, il y en a eu 4 autres en prise de vue réelle avant, mais je veux tout faire, là. Fait qu'on a le banquet, on a les pirates, a le grand voyage, on a les Romains, on a Cléopâtre qui est quand même très bonne et tout, mais est un peu forcée dans toute cette histoire-là. Puis on a le banquet final à la fin, on a tous les personnages et tout. Même dans tous les caméos, il y a Angèle qui fait, la chanteuse Angèle qui fait Falbala. Falbella, je dis toujours. Falbala. Puis tu sais, comme pour 2 phrases, là, juste pour dire que tout le monde est là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'au final, ça dure comme 1h50, je pense. Là. C'est peut-être un peu long, mais je pense que dès que tu es à peut-être un genre de 8-9 ans et plus, que vous tripez déjà à lire quelques Astérix et tout...
ça va vraiment être un beau moment en famille. Puis, tu sais, oui, c'est français. Il y a quelques blagues qui sont très françaises, franchouillardes, mais pour genre 90%, si tout passe, là, comme je dis. Ça reste très accessible, puis, effectivement. Si moi, je connais pas les 2-3 youtubeurs ou rappeurs français qu'il y a dedans, je suis sûr qu'il y a plein de monde quand même au Québec qui les connaissent. Là, je sais pas. Elle a très bonne chance. C'est une question de génération. Exactement, c'est ça. Et puis, moi, j'ai quelques autres fun facts aussi. Vas-y. Écoute, Vincent Cassel, je pense qu'il était prédestiné à jouer dans l'Astérix. J'avais oublié que son père avait joué Panoramix dans le premier film, Jean-Pierre Cassel. Et puis, l'ex de Cassel... Monica Bellucci, elle a joué évidemment Cléopâtre. À ce moment-là, ils étaient en couple. Dans le plus Cléopâtre. Célèbre des films. Moi, d'ailleurs, je le classe juste en dessous. Je dirais que celui-là est vraiment quand même supérieur au premier puis aux deux derniers. C'est ça. Mais, exact. Tu sais, c'est pas la meilleure histoire, mais c'est définitivement la meilleure distribution, la plus agréable à regarder. Je trouve même la plus réaliste. Là. Moi, ça m'a pris... tu sais, Depardieu qui jouait Obélix, c'était juste... comme iconique, parce que c'est un des plus grands acteurs français, bon, qui a des tribulations, et ça va pas toujours bien, mais genre, le plus iconique depuis plusieurs dizaines d'années, qui fait ce personnage-là iconique et tout, c'était comme génial. Mais j'aime mieux Gilles Lelouch, là, moi aussi, sur tous les points, tout le temps, là. Fait que, bref, je trouve ça capoté. Souhaitons-leur un bon succès pour qu'ils puissent au moins avoir la chance d'en faire une suite. Je pense qu'ils mériteraient... la chance de faire un deuxième film dans cet univers-là. Ouais, absolument, avec, c'est ça, toute cette distribution-là, quelque chose peut-être qui serait encore plus près du village, parce que là, tu sais, comme d'habitude, tu vois tous les personnages, mais il y a juste Astérix, Obélix, il y en a deux autres Gaulois, là, en fait, c'est des Phéniciens qui se font passer pour des Gaulois, c'est ça qui est drôle, fait que là, ils sont tous tendus en blond, platine, justement, Ramzy Beda et Jonathan Cohen, qui s'appelle Épi de maïs et Grain de maïs, là, neveu et oncle. Fait que ça, il y a ça aussi tout au long, là, cette espèce d'humour-là, de jeux de mots, aussi des humours, des blagues anachroniques, là, comme les pigeons voyageurs, mais qui fonctionnent comme des textos pas mal, là, assez instantanés et tout. Fait que c'est très sympathique pour ça. Là. Je pense que c'est vraiment pas besoin d'hésiter à sortir en famille pour avoir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Tout à fait. Bon, où veux-tu qu'on aille après? Allons dans un registre complètement à l'opposé. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, dont la bande-annonce roule quand même depuis plusieurs mois. Ouais, j'aurais dit cet été. Ouais, c'est ça même. Alors, on était curieux de voir cette nouvelle offrande du maître du punch. Ouais, c'est ça. Je sais pas, comment ça, c'est un peu galvaudé quand dit tout le temps le maître du quelque chose. Là. Je pense qu'il faut que ta carrière soit complètement finie avant qu'on t'attribue ce titre-là. Knock at the Cabin au Québec, La cabane isolée. C'est d'après le livre de Paul Tremblay, donc un Paul Tremblay qui parle pas français, The Cabin at the End of the World. Je sais même pas de quelle année. 2018. OK, c'est très récent. Ouais. Et ça met en scène Dave Bautista, Jonathan Groff, qu'on avait vu dans la série Mindhunter, Ben Aldridge, tout récemment dans Spoiler Alert à Noël, et Rupert Grint de Harry Potter, c'est Ron. Un petit comeback. C'est ça. Et je note aussi moins connu, mais Nikki Amuka Bird, qui était dans Old également, son précédent film à Shyamalan. Alors, que raconte Knock at the Cabin? C'est quand même des films à suspense et punch, là, fait que je vais essayer de juste décrire l'ambiance. C'est qu'il y a 4 inconnus armés d'espèces d'outils, de genre de fourches, qui vont prendre en otage une jeune famille qui est composée d'une fillette de 7-8 ans qu'on comprend adopter puisque c'est des parents homosexuels qui louent un chalet dans les environs en Pennsylvanie, si ma mémoire est bonne. Fait qu'ils kidnappent, mais pour les convaincre qu'ils doivent sacrifier l'un d'eux 3 afin de prévenir l'apocalypse. Fait que puis eux ils peuvent pas intervenir, ils peuvent pas le tuer, ça prend vraiment, la personne peut pas se suicider, ça prend vraiment un sacrifice. Fait que tout au long du film, ils vont essayer de les convaincre que ce qu'ils disent est vrai, alors que les autres sont pas mal ligotés sous l'emprise de ce charabia là. Tout à fait. Donc ouais, très très bien résumé. Donc évidemment, qui dit M. Night Shyamalan, film d'ambiance, faut lui donner crédit qui s'est quand même créer de très bons moments de tension. C'est un très bon cinéaste, Shyamalan. Exact. Et une bonne partie du film, écoute, on se demande où ça va aller. J'ai aimé quand même l'idée. L'idée du film est assez audacieuse aussi, un peu hors des sentiers battus. Je trouve que c'est vraiment une proposition originale. Et tout, c'est là, ça. Puis tout dans le discours, le scénario, c'est bien écrit aussi. J'ai vraiment adoré Bautista qui joue une certaine retenue, toute une empathie. Puis tout le reste de la distribution, honnêtement, j'ai vraiment trouvé très, très bien. Et je pense que
en tout cas dans mon cas, puis pour beaucoup de gens, Shyamalan, ce qui fait la force de ses films, c'est évidemment ses revirements, son fameux punch souvent de la fin. Donc là, c'est une question, est-ce que vous adhérez ou non à ça? Je pense que c'est ce qui va déterminer si vous appréciez le film. Pour ma part, je dois avouer que je n'ai jamais lu le roman, mais j'étais curieux d'aller voir un peu. Et je pense que j'aurais aimé la fin du roman. Je pense qu'on a ramené quelque chose d'encore peut-être plus puissant. Mais c'est ça. Mais je vous laisse le découvrir pour ceux qui vont aller voir le film parce que c'est un film qui est dur de juger, puis on ne veut pas en donner trop non plus. Non, c'est ça. Ça serait... faut tomber dans les spoilers assez rapidement. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je pense pas que ça spoil, mais je l'ai dit un peu dans la prémisse, c'est que si tu regardes la balance, une fois, tu penses à peut-être à un The Strangers ou l'original français, Hill, ou des choses comme ça, mais ils sont pas violents avec eux. Parce qu'ils ont besoin qu'ils se sacrifient. Fait qu'ils sont super empathiques. Puis c'est ça qui est encore plus impressionnant avec le personnage de Bautista, c'est qu'il est un peu le leader de leur petite bande. C'est que, tu sais, lui, il est tellement costaud, là, il est tellement balèze, il est aussi gros que The Rock. Là. Puis là, il a une petite chemise de travailleur à manches courtes, mais il tremble, puis il pleure, puis quasiment, je m'excuse, mais il faut que je fasse ça, exactement. Fait que c'est super empathique, mais quand il le regarde, quand on est un peu dans la perspective de la fillette de 7 ans qu'il regarde, c'est une montagne de muscles qui a l'air juste de la violence, mais il est pas ça, mais il est dans une situation de violence. Effectivement, c'est un choix de casting assez intéressant pour casser un peu ce mot-là. C'est vraiment une bonne performance. Puis, autre affaire, c'est pas un film d'horreur. C'est vraiment un suspense. Fait que même, je pense qu'ils ont voulu le passer PG-13 parce que, bon, il y a des gens qui vont mourir un peu au travers du récit. Puis, c'est pas vraiment montré. C'est souvent hors... On va filmer ailleurs, on va juste voir un peu de sang couler, on va entendre des sons, mais on le verra pas. Fait que je pense qu'ils voulaient que ça soit pas un rated R. C'est sûr qu'un autre réalisateur, peut-être un Mike Flanagan ou quelqu'un aurait fait ce film-là en mode 16 ans et plus, puis ça éclabousse partout, mais c'est pas ça ici. C'est vraiment du suspense. On est vraiment en mode de Alfred Hitchcock. Je pense que Shyamalan s'est fait plaisir à faire un clin d'œil dans sa réalisation au vrai maître du suspense. C'est ça. C'est ça. Voilà, lui, on peut y donner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu que Shyamalan a utilisé vraiment des lentilles des années 90 pour donner un aspect un peu différent là, à son film, peut-être un peu vieillot. Remarque, moi, je l'ai pas vu à l'écran nécessairement. Oui, en fait, parce que ça se passe pas dans les années 90, c'est très contemporain. Mais il voulait donner en tout cas une texture, quelque chose, mais là, on est vraiment dans la technique. Mais on le voit, le générique d'introduction, lui, il est très... C'est ça que j'ai remarqué aussi, des titres qui passent en une fraction de seconde, même le titre du film. D'ailleurs, on a le vieux logo d'Universal en partant, ça, c'était très drôle. Mais lui, c'est quasiment années 60, là. Plus 80, je pense. OK, mais très granuleux. Oui, tout à fait. Et puis, à noter, c'est ça que le roman était sorti en 2018, a quand même gagné beaucoup de prix. Et en fait, le romancier avait déjà vendu les droits avant même la publication de son roman. Donc, les producteurs avaient une option dès 2017. Alors, il a dû tenir ça secret jusqu'à temps que Shyamalan annonce le projet au début 2022. Donc, il a vécu avec ce secret-là pendant plusieurs années. Mais c'est-tu un gros romancier, Paul Tremblay? Pas tant que ça. Je pense que dans le créneau où il est très bien accueilli, mais c'est pas un auteur de la trempe d'un Dan Brown ou James Patterson, Michael Connelly. Là. Y a-tu d'autres de ces romans qui avaient été adaptés? Bonne question. Ou sinon, il connaît juste les bonnes personnes, puis son agent ou sa maison d'édition, en fait, hey, ça, c'est un pitch qui ferait un bon film, allez voir, je connais du monde. Puis, tu sais. En fait, c'est ça. C'est comme ça se déroule souvent. Donc, les maisons d'édition qui ont des manuscrits en cours d'écriture sollicitent déjà Hollywood à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de romans qui se vendent comme ça avant même que le film soit sorti. Et puis même à l'époque, ça date de longtemps. Jazz, c'était le cas aussi. Là. Fait qu'on même au début des années 70. Donc, c'était le cas. Alors, évidemment, tout ce qu'ils peuvent encaisser comme argent, ils vont s'essayer. De ce que je comprends, je révélerai rien, mais de ce que tu m'as dit sur la fin du film que tu es allé lire, la fin du livre, pardon, que tu es allé lire, c'est qu'au final, on prend pas l'histoire, on prend la prémisse. Ouais, on fait un peu comme, OK, tout le concept, la prémisse, l'affaire m'intéresse. À ce temps, je fais mon histoire pour le cinéma en 1h40, puis des visions différentes d'un même événement. De ce que j'ai lu, c'est vraiment la dernière portion qui est très différente. Le reste se déroule pas mal comme c'est, mais c'est sûr que c'est un gros morceau là, quand tu changes carrément la fin. Mais bon.
Ouais. Ben, en tout cas, vous le voyez, là, si vous allez voir le film ou même en l'écoutant, il n'y a pas 180 issues à cette affaire-là. Là. Il embarque ou il embarque pas ou comment ça va se passer un peu. Là, mais voilà. On peut se calmer les nerfs un peu. Autre sortie, c'est Rodéo, film québécois, le drame Rodéo de Joëlle Desjardins-Paquette. Son premier long métrage, mais elle a quand même fait plusieurs courts-métrages prisés à travers le monde. Alors, tant mieux. C'est avec Maxime Leflaguet qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis une bonne secousse, en fait. Piché entre ciel et terre. Oui, c'est ça, parce que c'est le fils de Michel Côté et Véronique Leflaguet. Fait que je pense que son vrai nom, c'est Côté, mais quand il a commencé à faire de l'acting, il voulait se dissocier un peu, fait qu'il a pris Leflaguet. Fait que dans Piché, ciel et terre, il jouait un jeune commandant Piché, donc un jeune Michel Côté. Puis là, il a joué pas mal, il est très populaire pour les histoires des pays d'en haut, c'est ça? Quelque chose comme ça, le titre exact. Et il partage la vedette avec Lilou Roy-Lanouette, qu'on avait vu dans Joulix de Marie-Lou Wolfe il y a quelques années, qui est une fillette de 10-12 ans. Je pense qu'elle a plus 10-12 ans, mais dans le film, elle a 9 ans à peu près. Et au scénario, c'est Joëlle Desjardins-Paquette et son amie Sarah Lévesque. Alors, en relation noueuse avec son ex-femme, Serge Junior, donc le personnage de Leflaguet, craint de perdre la garde partagée de sa fille Lily. Fait qu'afin de réaliser leur rêve qui est de participer au plus grand événement de rodéo motorisé, là, des courses de gros camions semi-remorques, qui lui est camionneur justement, il va kidnapper l'enfant, mais en y faisant croire que sa mère est d'accord, que c'est une surprise, qu'elle leur permet ça et tout. Fait qu'ils partent pour un 3-4 jours de route avant d'arriver dans les Badlands en Alberta. Mais évidemment, tout au long du voyage, sa fille va devenir de plus en plus méfiante. Ouais, c'est ça, par rapport à, là, ce serait le fun d'appeler maman, puis exactement. C'est vraiment plus un drame, voire quelques moments un peu comiques, mais je classerais ça drame. C'est pas un suspense, non, vraiment pas comme Knock at the Cabin, mais c'est pas un suspense d'alerte Amber, parce qu'on suit le père vraiment. C'est un road movie, on est sur la route tout le temps, on est coincé dans l'habitacle, souvent du camion, mais aussi à l'extérieur, c'est des super grands paysages ouverts, fait que t'as cette dichotomie-là. Ouais. Puis... fait qu'on va voir vraiment grandir la relation père-fille à cet âge-là. Tu vois que leur fille est un peu... écorchée un peu par la séparation. Par la séparation, par la mauvaise relation de ses parents. Ouais. Puis... son père adore vraiment aussi. On voit que son père aime beaucoup sa fille. Exactement, il est juste malhabile un peu dans sa façon de montrer. Ça, c'est pas un père malveillant. Vraiment c'est pas. Juste comme... pas nécessairement de rédemption, mais tu vois que c'est une bonne personne, mais qui prend des mauvaises décisions, mettons, qui est un peu trop impulsif, des choses comme ça. Fait que, bref, on ne se parlera pas de tout ce qui se passe, là. Mais ça dure 1h20. Moi, j'ai trouvé ça très rythmé. J'avais, je pense toi aussi, aucune attente. Je savais pas du tout. Honnêtement, je pensais un peu, un autre drame québécois, mais bon, allons-y, ça a l'air beau. Puis j'étais vraiment emballé, moi, dans l'histoire. Oui, il y a certains, peut-être, pas cliché, mais un peu des affaires convenues dans ce genre de drame. Mais pourtant, j'avais en même temps jamais vu cette proposition-là, moi, pour ma part. Non, c'est une belle histoire, assez intéressante et en fait, tout repose sur les comédiens. Maxime Leflaguet qui est vraiment, vraiment excellent dans le rôle du père et puis la jeune aussi, Lilou Roy-Lanouette, très, très bonne pour le rôle de sa fille. D'ailleurs, pour les aider à travailler leur... chimie, leur relation, la réalisatrice les a fait travailler en amont avant le tournage et ça paraît vraiment à l'écran. Là, ils sont d'un naturel ensemble assez désarmant. Et non, c'est un film vraiment, très accessible, de bon goût. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'avais lu des petits fun facts à un moment donné que souvent les trucs pour écrire des premiers films, des premiers romans, des premières séries télé, les artistes vont souvent donner comme conseil de partir de soi. Bien sûr. Plutôt que de dire « Hey, j'aimerais ça écrire une histoire d'un astronaute qui découvre une molécule. » Puis là, t'es comme, tu sais pas de quoi tu parles. Pars de quelque chose de toi. Après, peut-être que ça va t'amener dans l'espace, mais... Puis elle, je sais pas si elle a suivi exactement ce chemin-là, mais finalement, c'est un film assez autobiographique d'une certaine manière. Beaucoup de trucs empruntés à sa propre vie. Son père a travaillé chez Kenworth, je pense qu'il travaille encore là, depuis genre 50 ans. Oui, ça disait. Fait que quand il était petit,
petite, était déjà fascinée par les courses puis les parades de gros camions. Elle a comme grandi dans cet univers-là. Même, il l'amenait dans certaines de ses courses, de ses voyages. Là, peut-être. Et c'est pas étonnant parce que ça apparaît à l'écran. La façon qu'elle filme les courses, ces personnages-là. Et ce que j'ai apprécié aussi dans le film, c'est un univers qu'on connaît pas, ni toi ni moi. Je savais même pas que ça existait comme... Mais elle filme avec une belle beauté, surtout le soir avec les camions qui sont illuminés, puis une espèce de féerie là, quand ils se promènent là-dedans. Fait que je suis pas étonné d'apprendre ça du tout. Parce qu'il y a aussi ça, le film commence qu'ils sont dans une compétition au Québec, fait que sa fille, elle aime ça pour vrai, là, il veut pas juste l'amener là, c'est comme les deux, ils partagent cette passion-là dans le récit. Fait que, puis également, pour Joël Desjardins-Paquette, ses parents aussi s'étaient séparés quand elle avait à peu près 8 ans, fait que ça a nourri un peu l'écriture du personnage, là, ce côté-là que tes parents soient séparés, qu'ils partagent... tu vois les bons côtés, leur frustration qui peut passer au travers de toi, exactement. Puis dans leur recherche, ils avaient vu que par rapport aux enlèvements, là, elle, ça y est pas arrivé, heureusement. Mais dans plus de 50% des cas d'enlèvement, c'est toujours un membre de la famille proche qui enlève la personne. C'est très rare quand même que c'est vraiment des étrangers, des inconnus, même en... Ben là, c'est pas le cas ici, là, même quand ça vire en pédophilie et tout, c'est souvent du monde de l'entourage, tu sais. Fait qu'il voulait creuser un peu les motivations derrière ce geste-là désespéré, mais comme, en tout cas, je sais pas si... Je veux pas dire qu'est-ce qui va se passer, mais ça finit pas non plus dans le gros drame avec tout le monde qui se gonne dans la tête, comme il y a eu des histoires il y a pas si longtemps. Là. C'est quand même, il y a plus de positivisme à ça. Mais tu sens que lui, au fil de l'avancement des journées, de plus en plus, il va dire c'était peut-être pas une bonne idée, mais là, rendu là, je vais aller jusqu'au bout, puis je dealerai avec les conséquences après. Mais j'aimerais ça que ma fille me voit pas comme un trou de cul. Fait que comment je fais pour elle que ça reste le fun, puis tu sais. Fait qu'il y a une espèce de... Ça commence à se nouer de plus en plus là, au fil du récit. Puis en 1h20, c'est parfait. C'est ça que je salue, exact. Parce que si le film a duré 1h45, il aurait fallu qu'il y ait plus d'événements ou quelque chose comme ça. Mais là, et ça demeure dans le plausible aussi. Fait qu'il n'y a pas trop de revirements qui disent voyons donc là. C'est ce que j'apprécie aussi quand même là, du scénario. Puis, comme je dis, moi, j'écoute pas les pays d'en haut. Puis, le look de Le Flaguette, j'étais là, c'est cool, les cheveux back-coiffe un peu crasseux, un genre de gros beigne, moustache, blablabla. Puis là, c'est un collègue qui m'a dit, pas mal le même look que dans la série. Ouais, j'ai regardé, celui dans la série, les cheveux aux épaules, là, il était peut-être un 4-5 pouces plus long. Fait que je sais pas au niveau du tournage si c'était parce qu'il fallait qu'il garde son look, qu'il tournait ça juste avant du pays d'en haut, une affaire de même. Fait qu'il a dit, tu peux laisser pousse tes cheveux plus, mais touche pas à ta barbe, puis rase-les pas, etc. Et pour le tournage, c'était quand même compliqué. J'ai lu que ça a été tourné évidemment en pandémie, là, un peu certaines restrictions, là, probablement l'été dernier ou l'autre d'avant. Il se retrouvait 8, même si c'était une petite équipe, il était quand même 8 dans la cabine du camion, tout en arrière, masqués, à devoir aussi travailler avec les bruits du camion. Je sais pas si Maxime conduisait pour vrai, mais en tout cas, il y a des séquences où il était sur une remorque, là, c'est un classique. Là, parce que mais je sais qu'il a appris à conduire, c'est ce qu'il avait mentionné en entrevue. Oui, parce qu'il y a des moments où vraiment tu le vois rentrer, ça démarre, ça part. Je pense pas qu'ils ont le temps de couper avec quelqu'un d'autre. Là. Mais quand tu es sur la longue route et tout, là, c'est passé au niveau des assurances de la sécurité, tu peux pas dire tes scènes puis en plus avoir un œil sur la route. Mais c'est quand même compliqué parce que ça te prend quasiment un gros camion avec une grosse remorque pour juste jucher un petit peu le camion dessus. Tu peux pas l'embarquer complètement sur le trailer. C'est plus une genre de petites plaques avec des roues que t'embarques, puis comme ça, même dans ta caméra, ça paraît pas trop. Fait que tu manœuvres pas ça aux centre-ville, là. Non, j'imagine. C'est beaucoup de la grande route. Je le sais, j'imagine qu'ils sont allés comme pour vrai, là. Ça, j'ai pas su. Qu'on semble voir à l'écran. À un moment donné, c'est ça, on est en Alberta, on est en Ontario, on voit les paysages changent, là. Tu peux pas juste aller sur le bord de la 20 puis faire croire que c'est ça, là. C'est clair, ouais. Non, ça serait curieux. Une question intéressante à poser à la réalisatrice, là, toute la logistique d'un road movie de la sorte. Puis moi, j'avais lu en entrevue justement avec Maxime qui dit qu'il était vraiment très heureux de recevoir ce scénario-là parce que ça fait plusieurs années qu'il voulait retourner au cinéma, refaire du cinéma. Et puis, ça venait pas. Puis quand il a reçu le scénario et qu'il a commencé à lire, il dit j'avais vraiment des larmes aux yeux là, pour le rôle qu'on me proposait. Il était très, très content. Fait que, bref, si... moi, je recommande ce film-là. J'ai vraiment apprécié. Si vous pensez que c'est juste un énième drame, lui, je trouve que non. Je trouve qu'il y a sa valeur, il y a sa saveur spéciale. Ouais. Fait que gênez-vous pas pour Rodéo. Et autre film qu'on a vu,
Close de Lucas Dont, qui est en nomination pour l'Oscar du meilleur film étranger et qui avait gagné, je pense que c'était le Grand Prix à Cannes, quand le même. Grand Prix à Cannes, je pense que c'était ex aequo avec j'ai oublié, c'était avec quoi? Je me rappelle pas. C'était avec un autre film qu'on a eu précédemment. Non, Triangle of Sadness, c'était la Palme d'Or. Fait que l'autre Grand Prix, je sais plus. Criez-le à la maison. C'est avec deux comédiens pas tant connus parce qu'ils ont 13 ans, 2 jeunes Belges, mais il y a aussi Léa Drucker qu'on voit au générique, elle qui était dans Couleur de l'incendie il y a quelques mois à peine. Léo et Rémi, qui ont 13 ans, sont les meilleurs amis du monde, mais leur lien va apparemment, qu'on pensait incassable, va soudainement être déchiré. Je pense que c'est à l'aube d'une nouvelle année scolaire, puis c'est parce qu'ils changent d'école aussi un peu, genre d'entrée au secondaire ou au lycée ou une affaire de même. C'est ce qu'on semble comprendre. Il y a comme une intégration à faire, puis il y a un des deux qui va être perturbé parce que sont comme tellement proches dans leur amitié qu'il y a une petite élève qui demande si eux ils forment un couple, puis on sent que Léo ça le bouleverse un peu, fait qu'il va comme s'éloigner de Rémi, puis fait c'est un peu ça. Ouais. Fait que qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est ce portrait-là comme émouvant de l'enfance, de la recherche de soi, mais de l'acceptation, de penser faire des choses pour bien faire, mais peut-être que ça cause plus de tort que de bien au final. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Là. Je pense que c'est quand même mon coup de cœur de la fin de semaine, mais c'est probablement le film qui a le rythme le plus lent de tous ceux qu'on a. Ouais. C'est souvent la caméra... c'est pas une caméra fixe, là, quand même du mouvement, mais elle va être portée sur le visage des comédiens, des comédiennes. C'est des longs plans. Ouais, qu'on va voir comment ils réagissent, puis des fois, ce qui arrive plutôt, c'est qu'ils vont se braquer, tu sais. Comment, faut que j'y aille, puis là, j'ai choisi de pas réagir, mais là, j'ai vécu ça pendant 30 secondes, fait que c'est un peu... Fait que ça peut être lourdeau pour certains, mais d'un autre côté, c'est vraiment bien fait, puis c'est la force du film, et ça repose sur des comédiens quand même, un jeu de comédiens incroyable, puis pour des enfants de 12-13 ans qui sont dans leur premier fait d'armes, c'est vraiment bon. Là. Une belle complicité à l'écran. Puis je dois dire, c'est un beau film aussi qui se déroule en campagne, ou en tout cas dans un petit village. Donc il y a beaucoup de séquences où ils sont dans un champ, eux, ils ont cultivent des c'est fleurs, ça, ils sont des cultivateurs horticoles. Ouais, c'est ça. Comme on aime toujours dire, quand on voit des métiers un peu inusités, puis c'est pas un film qui nous montre cette profession-là, c'est juste que ses parents, les parents de Léo, le petit blond, là, ils travaillent là-dedans, fait que des fois ils aident. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la relation avec son frère, qui est plus vieux, lui a 13, tu sens que son frère a 16-17. Puis souvent, on dirait que dans des films familiaux, des drames familiaux, le grand frère va être un peu un bully, là. Ouais. Puis ici, un grand cave. Ouais, c'est ça, puis qui est comme un petit con, puis blablabla. Mais ici, non, ils ont une relation très aimante, mais que les deux, sont pas à la même place, parce qu'il y a une différence d'âge, mais il y a personne qui tape ses nerfs de l'un ou l'autre, fait que quand ça va pas bien, ils sont plus là pour se supporter, puis ça doit être ça quand même dans beaucoup de familles, là. C'est peut-être un peu un idéal, mais je suis convaincu que ça existe aussi, là. Moi, avec, c'était une grande sœur, fait que c'est pas exactement ou peut-être pas aussi proche que 2 garçons peuvent l'être, peut-être, ou 2 filles, là, dans le sens que à un moment donné, on jouait pas avec les mêmes jeux, là. Mais on s'est chicané des fois, mais il n'y a pas de haine, là. Si quelqu'un avait eu un problème, l'autre aurait été là en support, fait que... Bref, je me reconnais plus là-dedans, t'sais. Puis tu vois que c'est 2 garçons assez sensibles. Il y en a un, Rémi, qui est plus dans la musique, justement, avec du hautbois aussi. C'est quand même... il me semble que c'est un hautbois. Instrument inusité. Puis l'autre, il est comme... Il n'a pas ce talent-là, mais ça l'épate. Mais finalement, il va aller plus dans le sport à l'école. Et dans le hockey, et en oui, plus, très surprenant, du hockey en Belgique. Je savais pas qu'il y avait ça. Le film aussi est majoritairement en français. Des fois, un peu c'est du flamand. Je pense, mais genre, leur coach de hockey crie en flamand. Puis, j'avais lu, puis le réalisateur disait que c'est pas pour rien aussi qu'il a choisi le hockey, parce que c'est quand même associé à la masculinité puis une brutalité. On le voit aussi un peu dans le vestiaire quand il se frappe avec des serviettes et tout, tu sais. Mais puis c'est pas non plus juste une histoire de bullying, là, quand je dis ça. Là. Il y a plus de la camaraderie de jeunes garçons, de jeunes pré-ados ou ados. Puis c'est ça, là, amené dans la deuxième partie du film, on voit un peu plus des entraînements de hockey parce qu'il va y avoir des frustrations qu'il va pouvoir laisser libre là-dedans. Puis il y a son casque et tout, fait que c'est comme ça vient masquer ses émotions, et c'est un peu ce que le personnage veut faire. Il garde toutes ses émotions en dedans à ce moment-là. Intéressant. Des doubles sens. Puis, même principe pour Lucas Dont, c'est son 2e film. Il a fait Girl en 2018, je pense qu'il avait été présenté à Cannes. Qui s'était illustré aussi à Cannes, je pense qu'il avait gagné, je pense que c'est prix du jury également. En tout cas, un autre gros prix, fait qu'il est comme 2 en 2.
Puis, fait que lui, l'histoire, puis là, après ce film-là, je pense qu'il y avait un peu, pas un sentiment d'imposteur, mais plus une page blanche. Là. Faut que je fasse un autre film, qu'est-ce que je fais? Puis il est retourné aux sources, il est retourné en campagne, d'où il venait à l'école primaire qu'il avait fréquenté, puis c'est revenu, puis il s'est souvenu de, comme il dit, cette époque où il était difficile d'être lui-même, d'être sans filtre. Là, je veux pas... présumer la manière qu'il compte ça, je sais pas si lui est homosexuel, là, fait que c'est un peu pour ça qu'il disait les garçons se comportaient d'une certaine manière, les filles d'une autre, puis il avait toujours l'impression d'appartenir à ni un ni l'autre, genre. Fait que ces garçons-là aussi, tu sais, c'est pas nécessairement clair, leur orientation sexuelle, c'est pas ça l'objectif, mais tu le vois qu'ils sont pas aussi rudes que d'autres, mais ils sont pas des filles non plus. Fait que c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est comme... je sais pas si quand j'en parle, ça a l'air... Vous dites, c'est un film sur ça. Puis c'est comme... Non, c'est un film humain, là. Il y a des thèmes qui touchent à tout, mais c'est ça. Ouais. Là, c'est pas... Non, c'est un film d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité aussi. C'était très tendre, très doux. Mais sachez-le que c'est un film qui est quand même assez lent, là. Donc, lent... Pour l'ambiance, il faut être un peu dans le mood. Ouais, on est dans le ressenti ça, et ouais, tout. C'est ça, là. Mais très minimaliste là, comme film. C'est ça. Aussi, mais la caméra est quand même en mouvement. Là. C'est pas des plans fixes non plus. Très belle direction photo, comme on a dit aussi. Puis, je trouve ça singulier. Tous ces films, ils mettent des titres en anglais. C'est des films français, belges, là, donc en français. Puis, je me souviens plus, là, mais j'avais lu dans le dossier de presse l'autre titre qu'il avait en tête pour Close, mais c'était comme... c'est parce qu'il s'était inspiré d'une peinture aussi. Là, puis c'était genre... Young Boy Looking at His Future, tu sais, une affaire de même. Puis l'autre, c'était Girl Close. Fait que je sais pas si c'est pour la vente internationale. Il dit, des titres en anglais, c'est punché. Va savoir. Mais voilà, Close dans certains cinémas, fait que c'est pas mal VOF. Si vous voyez VOSTF, c'est pour le 5% du film qui est en flamand. Là. C'est juste des adultes qui parlent en flamand à l'occasion. Dans les autres sorties, écoute, le Super Bowl est dans une semaine. Avant, ça aurait été là, mais ils ont ajouté une semaine de série. Fait que c'est à partir de maintenant, ça va toujours être la fin de semaine de la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, oui, effectivement. Fait que la comédie 80 for Brady, 80 pour Brady. C'est librement inspiré d'une histoire vraie de 4 genre d'octogénaires, là, de 4 amis d'entre 75 et 90 ans qui partent assister au Super Bowl pour voir à l'œuvre leur idole, le quarterback, le corps arrière, Tom Brady, à cette époque-là, des Pats, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et ça se passe en 2017. Fait que pour les férus de Super Bowl... c'était c'est un Super Bowl 51, je pense. Là, ouais, c'est le fameux comeback. Exactement, là, pas vous spoiler ça, mais au troisième... Oui, je vais vous spoiler ça. Au troisième quart, les Falcons d'Atlanta menaient 28-9 et je me souviens, je salue mon ami Fred qui était complètement débiné puis qu'on fait souvent des petits paris au Super Bowl puis lui, c'était un gros fan des Pats à l'époque, Brady. Puis il était rendu dans la cuisine, il écoutait plus en disant c'est de la taboire de marde, je pense que je vais y aller. Puis là, tranquillement, passe après passe, course après course, les Patriots sont remontés. Puis il est revenu. J'y ai toujours cru, je le savais, faut pas. Jamais misé contre Brady. On se souvient quand même de le 15 minutes où tu boudais dans la cuisine, là, mais bon, bravo à eux. Fait que ça, mais ce qu'on suit ici, c'est comme l'aventure de ces 4 dames-là qui sont jouées par 4 dames du cinéma américain. Là, Lily Tomlin, Sally Field, Jane Fonda et Rita Moreno. Quand même. Fait que, j'imagine qu'ils ont juste pris une petite histoire insolite de 4 dames qui ont acheté des billets pour aller voir le Super Bowl ou qui se sont juste pointées là. Puis là-dedans, il faut qu'ils essaient de trouver les billets. Écoutez, le film est quand même aussi coproduit par Tom Brady lui-même. Il est au générique. Il y a aussi Rob Gronkowski qui était vraiment hot à cette époque-là, là, qui est maintenant retraité. Et Tom Brady aussi est maintenant retraité, mais pour combien de temps? Fait que on souligne surtout c'est la complicité puis l'enthousiasme là, du quatuor des vedettes. C'est très léger. Là, oui. Je pense que je disais par contre des bons commentaires sur les montages des séquences sportives de football, que ça c'était quand même bien. Il y a l'air d'avoir des bons gags, honnêtement, dans la bande-annonce. Pour ce public-là, je pense. Mais j'ai de la misère à comprendre le public cible. Puis si ça vous intéresse, allez-y. Toutes les raisons sont bonnes pour aller au cinéma, mais il y en a pas tant, là, corrigez-moi si je me trompe, mais des personnes de 80 ans, des dames de 80 ans qui trippent sur le foot, fait que tu vises celles et ceux qui aiment ces actrices-là, mais les fans de films de sport vont pas aller voir ça nécessairement. Non, effectivement, je pense qu'on cherche un public féminin là, plus âgé, là, dans cinquantaine, soixantaine. Puis tu sais, c'est quand même
c'est un peu un hit and run, là. Ce film-là, je pense qu'il va être à l'affiche peut-être 3 semaines. Cette semaine, le Super Bowl, s'il y a des succès pas pires, il t'offre la semaine après, mais si ça va pas, avec le football, à moins c'est comme que ce soit une grande surprise. Tu sais, de temps en temps, il y a de ces films-là, c'était quoi, là, de Book Wife Club, de First Wives Club, ou Book Club. Le Book Club va en faire un deuxième, même en mois de mai. Je pense qu'à la fin des années 90, je pense que c'était The First Wives Club, avec Bette Midler, puis Goldie Hawn, Diane Keaton, je pense, tout ça. Fait que on dirait sporadiquement, comme une fois ou 10 ans, là, on ramène quand même des comédiennes d'un certain âge, d'une certaine génération, puis ils ont un gros hit. Fait que c'est comme un mini comeback. Fait qu'on verra bien ce que ça dit. Fait que c'est pas une comédie sportive, mais c'est une comédie entre amis dans le monde du sport, si on veut. Puis... As-tu un documentaire? Oui, un documentaire. Mais je sais plus si j'avais de quoi dire pour Brady. Ah oui, ben c'est ça, je parlais comme 23 décembre, qui a quand même été à l'affiche jusqu'en janvier, alors qu'on pensait, nous autres, il va faire son argent, puis au lendemain de Noël, ça marchera plus. Mais non, ça a continué à marcher pendant plusieurs semaines. Mais là, ça doit pas mal finir. Un feel-good movie, c'est toujours efficace quand on a besoin. La légèreté, mais les comédies, c'est ça ça marche tout le temps. Des fois, on débine ça en disant que c'est niaiseux, mais c'est quand même dans les styles populaires. Oui, il y a le documentaire québécois de la semaine, Jouvencel de Fanny Pelletier, que j'ai pas eu la chance de voir encore. Sur 1 an, c'est une immersion dans la vie de 3 groupes d'amis québécoises âgées d'entre 15 et 18 ans. Et on va suivre surtout leur espèce d'obsession de leur image sur les réseaux sociaux, obnubilés par l'exploration de leur sexualité puis à la recherche de leur identité sexuelle, mais surtout du désir de plaire, des likes, de la popularité, c'est ça, là, cette espèce de la dopamine là, que je me souviens plus que ça procure, là, c'est cette appréciation, ce besoin de validation. Fait que Jouvencel, je me souviens même plus c'était quoi, c'est juste un synonyme d'adolescent ou adolescente. Okay. Puis, on dit que c'est fait avec beaucoup d'empathie sur le phénomène qui est très générationnel et préoccupant là, pour les jeunes pères. De 14 ans, je suis là-dedans, je peux confirmer. Fait qu'on voit beaucoup, c'est ça, justement, l'insécurité des adolescentes québécoises, cette validation numérique, mais on tombe pas non plus, là, si c'est ce qui vous inquiète, là, dans l'hameçonnage, puis la pédophilie, puis ces affaires-là. C'est vraiment dans la manière saine de vivre ces troubles-là un peu. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, mais bref, ça n'a pas donné. Je pense qu'il n'est pas beaucoup disponible pour l'instant, mais des fois, petit à petit, semaine à semaine, ça ouvre dans différents marchés et c'est le genre de film qui joue une seule semaine. Fait que si vous savez maintenant que ça existe, vous allez pouvoir être à l'affût de votre cinéma de quartier ou même le demander. Hein. Souvent, c'est un peu ça la programmation, là, je le répète souvent, mais tu sais, ceux qui s'occupent de la programmation vont juger que le film ne sera pas pertinent parce qu'il y a un travail de publicité à faire puis des fois c'est trop d'énergie, mais si les gens écrivent pour dire « moi j'irai », ben là soudainement ça devient plus intéressant d'offrir le film sachant qu'il y a une demande pour. Avais-tu autre chose à dire? Non. Pas d'autres sorties surprises que j'ai oubliées. C'est ce qui conclut l'épisode pour cette semaine. Et la semaine prochaine, il n'y a pas de temps de... C'est pas la folie. Là, je me demande si c'est peut-être pas à cause même du Super Bowl qu'on a osé, pas ça de remarque, c'est juste une journée, c'est dimanche, mais c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de... Peut-être que le monde commence à faire leurs ailes de poulet dès le samedi. Puis 36 heures au four à 100 degrés. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de notable. Il y a Magic Mike XXL, Magic Mike's Last Dance, le 3e volet. Qui va prendre l'affiche, que je ne sais pas si on va avoir l'occasion de voir, sinon on va se fier à notre bon jugement. J'ai pas mal l'impression que ça va être ce qu'on pense que c'est. Il n'y a pas trop de cachette avec ce genre de film-là. Sinon, c'est le 17 aussi que là, on revient en force avec Ant-Man et plusieurs autres sorties. Là. Nous ne serons pas en reste. D'ici là, contactez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et petits conseils d'amis comme ça. Cet été, évitez peut-être de louer un petit chalet dans la forêt comme ça, isolé.